Nigérienne, Nigérien, salam alaikum, ina wuni, ina kwana. J'ai le bonheur de partager avec vous, avec toutes les Africaines, avec tous les Africains du continent des diasporas, en ce 18 décembre 2024, ma modeste analyse des propos profonds qui ont été tenus par notre doyen, notre aîné, le chef de l'État de la République du Niger, son Excellence, Monsieur le Général de Brigade, Abdourahmane Tiani, que je salue, avec l'ensemble des membres du CNSP, du gouvernement et toutes les forces vives du Niger, parmi lesquelles je compte tout naturellement les forces armées du Niger, dont je suis désormais un promotionnaire symbolique puisque j'ai été intégré dans une promotion à titre symbolique lors de mon séjour récent et de ma participation à la fête de l'armée du Niger à la base 101, la célèbre base 101 de Niamey, la base de la souveraineté nigérienne. Je les salue. Je salue la fanfare de l'armée nigérienne qui m'aime beaucoup. Je salue les artistes de l'armée nigérienne qui m'ont intégré dans leur promotion. Je salue la fine intelligence du peuple nigérien, les hommes, les femmes d'affaires. Je salue les militants. Je salue nos étudiants des universités du Niger, depuis celle d'Agadez, dont je suis désormais un décoré, jusqu'à Abdoul Moumouni à Niamey, dont je connais la bibliothèque. Je les salue. Que ce jour soit un jour béni pour le peuple nigérien, qui est un peuple qui réjouit les Africains, qui est un peuple qui, aujourd'hui, représente l'Afrique de la manière la plus belle, la plus noble, de la manière la plus vigilante, la plus lucide et la plus courageuse. Je voudrais vous souhaiter, et vous souhaiter au nom de tous les amis, et ils sont des dizaines de millions maintenant, de l'Institut de l'Afrique des libertés à travers le monde, tous les amis internautes de votre serviteur se joignent à cet instant précis à moi pour présenter au peuple nigérien tous nos vœux de force, de santé, de prospérité, de paix, de sécurité, de victoire, d'harmonie, de succès. Dans toutes les péripéties et les épreuves qui lui sont pourtant infligées et dont nous éprouvons dans notre chair la moindre difficulté. Que le Niger soit béni, que le Niger soit béni, que le Niger soit béni. Mais, en me tenant ce soir ici, dans cet oratoire devant vous, j'ai l'ambition de dire les réflexions qui m'ont été inspirées par l'allocution remarquable du président Abdourahmane Tiani. Je vais vous présenter cette allocution de deux points de vue. D'abord du point de vue de la forme et ensuite du point de vue du fond. La forme et ensuite le fond. Car il faut que les Africaines et les Africains soient attentifs à la forme. Car la forme est le vêtement du fond. Le style, disait Buffon, c'est l'homme. Le président Abdourahmane Tiani est un homme qui est habité par un art précis de la parole. Pour savoir comment il parle, vous devez vous demander à quelle profondeur dans son corps le président Tiani va chercher sa voix. Car en fait, quand un être humain parle, il peut utiliser plusieurs niveaux de cette puissance qui s'appelle la voix. On a une voix buccale, là. On a une voix de gorge, qu'on peut appeler laryngale. Elle est là. On a une voix de poitrine, qu'on peut appeler la voix thoracique. C'est une voix qui est située là, dans la poitrine.
on a une voie abdominale qui est la plus basse et la plus profonde. C'est la voie du ventre, celle qui unit la zone du plexus solaire à celle de nos puissances génitrices situées entre nos deux jambes. Voilà les principaux niveaux de voix que l'homme utilise quand il parle. Et je tiens à vous informer, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tous les grands orateurs utilisent ce qu'on appelle la voix des profondeurs. Ils vont chercher l'énergie loin en bas pour l'offrir, littéralement, en offrande au Créateur. Les grands orateurs n'utilisent pas la voix buccale. Les grands orateurs n'utilisent pas la voix de gorge, la voix laryngale. Les grands orateurs n'utilisent pas la voix de poitrine. Les grands orateurs utilisent la voix qui est connectée en réalité au ventre et au bas-ventre. Ils vont chercher les énergies les plus puissantes de la génération humaine et ils les transforment en un verbe créateur, en les projetant sous la forme de la parole des profondeurs. Si vous écoutez les discours du président Abdourahmane Tiani, vous comprendrez qu'il parle en utilisant la voix des profondeurs. La voix qui vient des tripes. La voix qui monte des entrailles. La voix qui permet à celui qui parle d'engager la totalité de son être dans chacun des mots qu'il prononce. Quand un homme parle avec la voix des tripes, il lui est difficile, voire impossible de mentir. Pour parler avec la voix des tripes, un homme doit entièrement être présent à sa pensée. Pour parler avec la voix des tripes, un homme doit avoir accepté de s'offrir en sacrifice pour la vérité, pour la justice, pour la solidarité de son peuple. Ce que je vous dis à cet instant, je le pratique devant vous. Quand je vous parle, vous vous souviendrez toujours que je vais chercher loin au plus profond de moi. Si vous regardez les grands orateurs de l'histoire, que vous alliez dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, que vous veniez dans ce qu'on appelle les temps modernes ou les temps contemporains, tous les grands orateurs de l'histoire utilisent la voix dont le président Tiani est un orfèvre, la voix des profondeurs. Ils utilisent la voix des tripes, de telle façon que quand ils vous parlent, vous vivez ce qu'ils vous disent. Quand ils vous parlent, vous les sentez remuer les profondeurs de votre être. Non pas parce que ce seraient des prestidigitateurs, des acteurs, mais parce que ce sont des hommes véridiques. Ce sont des serviteurs du Très-Haut. Voilà pourquoi ils vont chercher les énergies les plus basses, qu'on peut appeler la boue, pour les transformer en or. C'est ce qu'on appelle l'art de la transmutation des métaux. Oui, le président Tiani est un orfèvre de la transmutation des métaux. Il prend les choses les plus simples, les choses les plus élémentaires de la vie de son peuple, et il les transforme en une doctrine de lumière, une doctrine qui redresse ceux qui n'avaient plus de colonne vertébrale, une doctrine qui donne un axe, une doctrine qui réveille, une doctrine qui éveille, une doctrine qui fait vibrer toutes les dimensions des personnes qui l'écoutent. Et ça, c'est le président Tiani derrière la caméra. Je vous souhaite de l'avoir devant vous un jour de votre vie, qu'il soit assis ou debout. Quand cet homme parle, vous savez qu'il est habité par la parole. Ce que les Grecs appellent le logos. Ce que les Bassa Bantous de chez moi au Cameroun appellent Bouk.
Bouk, la parole. Tina Mebouk, donnez-moi la parole. Et je vous invite à observer tous les voyous politiques que nous avons sur le continent. Vous vous rendrez compte qu'ils ont presque tous systématiquement un problème de voix. Quand vous écoutez le président Tiani, faites l'effort d'aller écouter Nelson Rolihlahla Mandela. Quand vous écoutez le président Tiani, faites l'effort d'aller écouter Ahmed Sékou Touré. Quand vous écoutez le président Tiani, faites l'effort d'aller écouter les discours de Sam Nujoma ou de Julius Nyerere, le Mwalimu de la Tanzanie. Quand vous écoutez le président Tiani, cherchez les discours du lion de Zambie, Kenneth Kaunda. Quand vous écoutez les discours de Tiani, cherchez Muammar el-Kadhafi des grands jours. Cherchez Martin Luther King. Et vous allez voir que le président Tiani fait partie de la race des grands orateurs politiques de l'histoire. Lui, il n'est pas dans le langage fleuri, il est dans le langage transformateur. Il est dans la puissance de la parole vraie, la parole d'homme à homme, celle qui, proférée, éclaire ceux qui l'écoutent. Je voulais souligner ce point essentiel pour dire au Niger et à l'Afrique que nous avons besoin de ce type de dirigeants. Quel que soit leur niveau d'éducation, d'instruction ou de culture, ce n'est pas de cela qu'il est question. Nous avons besoin de dirigeants qui nous parlent vraiment. Comment voulez-vous que je vous le dise? Dans ma langue Bassa Bantou, on dit Digwengomba ane babamporos bes horo. Nous avons besoin de dirigeants qui nous parlent en vérité. Quand ils nous parlent, nous sentons qu'ils nous parlent. Quand ils nous parlent, nous nous souvenons qu'ils nous ont parlé. Et quand ils nous parlent, cela nous parle. Et cela nous donne à notre tour, comme je le fais à cet instant, la force de parler. Ce sont des dirigeants dont la parole inspire. Oui, écoutez les discours de Thomas Isidore Noël Sankara. Oui, écoutez Thomas Isidore Noël Sankara. Et vous serez guéris. Allez écouter la locution du Mpodol du Cameroun, Ruben Oumniobe, en 1952, aux Nations Unies. Allez donc écouter la locution de l'homme à la parole orthogonale du Mali. Un certain jour de 2022, aux Nations Unies. Vous avez tellement d'exemples de ces discours qui ont une dimension vibratoire, transformatoire, métamorphique, une dimension de transmutation, de ces discours qui vous guérissent même des souffrances de la journée. Tu es sorti le matin de chez toi, tu avais mal au dos. Tu t'assois, tu écoutes le discours du président Tiani et tu sens ton mal de dos qui disparaît. Je vous dis que c'est arrivé actuellement là sur le continent africain. Il y a des gens, en écoutant le président Tiani, ils avaient mal à la tête pour d'autres raisons. Le mal de tête disparaît. Vous pensez que j'exagère? Je n'exagère pas. Beaucoup de personnes à travers l'Afrique, quand ils écoutent des discours de la qualité de celui du président Tiani, ils ont des problèmes qui cessent. Il y a des gens qui étaient tristes, ils ne sont plus tristes. Il y a des gens qui pleuraient pour un petit problème qu'ils ont. Ils considèrent désormais que ce problème-là ne mérite pas qu'ils pleurent. Parce qu'ils ont écouté ce discours. Quand ça entre ici, ça soigne tout dedans. Ce sont des discours qui viennent rendre l'espoir et leur raison de vivre aux Africains, dont beaucoup sont découragés par les difficultés de la vie quotidienne, découragés par la trahison des politiciens, la corruption des politiciens, la méchanceté des politiciens, le cynisme des politiciens. Quand un discours comme celui d'Abdourahmane Tiani, le 17 décembre 2024, entre dans ta vie, il change ta vie.
Et c'est cela, le type de discours que les Africains veulent entendre. Et c'est ce type d'homme politique qui parle comme Tiani parle que nous voulons voir partout en Afrique. Pas les discours grenouillants, pas les somnifères d'Alassane Dramane Ouattara. Quand Alassane Dramane Ouattara commence à parler, même les insomniaques chroniques commencent à ronfler. Et weird job, mais Kalbé. Je dis que quand Ouattara commence un discours là, à Abidjan, tu entends toute la ville qui ronfle. Alors, on a eu 3% de croissance. Et avec 5% de croissance, je vous le promets, on va passer à ceci de PIB. Le PNB va monter à 9%. Les Ivoiriens sont là. Ils disent, Ouattara, on t'a fait quoi? Heureusement qu'ils ont d'autres chaînes. Tu entends seulement dans les maisons. Faut donner télécommande là. Faut donner télécommande. Ado a commencé à faire dormir les gens. Il est 20h, il est en train de faire qu'on va dormir. Faut zapper ça. Oh. Mettez autre chose. N'allez pas écouter les discours de Paul Biya. C'est écrit pour empêcher les gens de penser. Nous avons des crédits à taux prohibitif. Quand tu dis ça à qui? Qui t'écoute au Cameroun quand tu parles comme ça? À la détérioration, à le thème de l'échange, ayant provoqué un certain nombre de dysfonctionnements dans les prévisions du millénaire. Il a été question de nous concerter pour construire des synergies. Paul Biya, tu parles comme ça à qui? Qui t'écoute? Les Camerounais sont déjà partis, ils sont sur les réseaux sociaux en train d'écouter le Diapap ou en train d'écouter le discours d'Abdourahmane Tchani ou le discours d'Assimi Goïta ou le discours d'Ibrahim Traoré. Les Africains et les Camerounais sont déjà partis il y a longtemps. Ils n'écoutent pas ça. Hein? Des discours somniférants. Nous sommes venus, Monsieur le Président, vous féliciter pour vos progrès en matière de stabilité, la stabilité et de démocratie. Voilà Bassirou, Diomaye Faye, en déplacement en Côte d'Ivoire. Dès qu'il fait ça, tu prends ta zapette, tu changes. Tu ne l'écoutes plus. Ouattara, démocratie. Ouattara, auteur de plus de 16 coups d'État. C'est lui, la stabilité, en Côte d'Ivoire. Zapette. Des faux discours. Quant à Tinubu, dès que les Nigérians le voient, les Nigérians comprennent que c'est l'heure d'aller dormir. Dès que sa tête apparaît à la télé, là, avec son chapeau penché, là, sa chéchia, là, les Nigérians comprennent que, better we go sleep. That man don't come again. Le type s'y est encore venu. C'est mieux d'aller dormir. Qui écoute Tinubu au Nigeria? Et lui-même, Tinubu dit qu'il n'écoute pas les Nigérians. I don't follow social medias. I don't follow social medias. Because when I look social medias, I get blood pressure. Vous savez ce qu'il dit là? Il dit que lui n'écoute pas les réseaux sociaux des Nigérians là, parce que s'il regarde ce que les Nigérians disent sur lui dans les réseaux sociaux, il attrape l'hypertension artérielle. C'est ce que Tinubu dit, hein? On ne l'écoute pas, lui aussi il n'écoute personne. Il fait lui ses discours, il s'assoit à Aso Rock, il fait son discours à Abuja là-bas. C'est lui seul qui s'écoute. Les Nigérians ne sont pas là-bas. Les Nigérians ne sont pas là-bas. Ce sont des individus somniférants. Des types comme Talon Patrice, qui passent tout son temps à se vanter des moindres accomplissements. Nous avons décidé de faire du Bénin un hub qui, à tout point de vue, est attractif et est susceptible de se projeter dans un futur profondément futuriste. D'ailleurs, je ne connais pas, avant notre séjour au pouvoir, et des opportunités de la valeur de celles que nous avons projetées pour le Bénin. On dit, Talon, nous on avait quitté les vents pour venir penser que tu allais dire quelque chose. Tu as recommencé avec ta fanfaronnade. Tu n'avais rien ici, tu t'es enrichi en récupérant des morceaux entiers de l'État du Bénin. On a bradé des entreprises publiques et parapubliques et tu les as mises dans ta poche. Tu viens nous raconter que toi, tu es parti d'où? Tu as accumulé la fortune. Ta fortune est née de l'exploitation de l'État béninois. Du bradage de l'État béninois comme Ouattara Dramane.
Vous n'êtes pas des modèles. Quel business tu as fait? Le premier business que tu as fait, ça a été d'entrer dans les grâces de ceux qui tenaient l'État pour qu'ils t'en cèdent des morceaux entiers. Tu as fait quoi? Et aujourd'hui, ton ambition, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Nous avons fait du Bénin un hub. Et dans lequel... les Béninois n'écoutent pas ça. Ils n'écoutent pas ça. Voilà Nana Akufo-Addo. Son candidat a perdu les élections. Pourquoi? Parce que Nana a été assimilé à un footballeur particulièrement catastrophique qui jouait à Manchester United et qu'on appelait Maguire. Et il y a un député qui a raconté l'histoire de Nana Akufo-Addo. Les gens pensaient quand ce type arrivait à la tête du pouvoir au Ghana qu'il allait transformer la vie des gens. Or, c'était un incapable. Il a conduit le Ghana 3 fois en faillite. Il est allé mendier de l'argent aux États-Unis en essayant de vendre l'âme du Burkina Faso là-bas. En disant que le Burkina Faso était occupé par l'armée russe. Un député a dit, There was a singular player in Manchester United. His name was Maguire. When he came, everybody was sure that that defender will help them to win all kind of football matches. But finally, Maguire became the most important goal scorer against his own team. Traduction. Il y a un joueur qui a été recruté à Manchester United. Manchester avait été sûr que vraiment avec lui, tous les matchs seraient gagnés. Il s'appelait Maguire. Mais quand le monsieur est arrivé là, le nombre de buts qu'il a marqué contre son camp, ça a dépassé tout le monde. Et le député ghanéen de continuer. We have a Maguire here in Accra. At the Presidential Palace. Nous avons un Maguire ici à Accra au Ghana, au palais présidentiel. His name is Nana Akufo-Addo. Son nom c'est Nana Akufo-Addo. Le meilleur buteur contre son camp de toute l'histoire du Ghana. C'est lui là. Donc voilà la différence. Quand vous regardez ces chefs d'État menteurs, démagogues, flatteurs, ces chefs d'État qui tournent autour du pot, ces chefs d'État qui font des phrases qui ne signifient rien, qui peuvent parler 2 heures, 3 heures, 4 heures, on ne retient rien de ce qu'ils ont dit. Et personne n'a la même version de ce qu'ils ont dit. Quand vous avez ce genre de chef d'État, vous mesurez la chance que le Niger a d'avoir le président Tchani. Quelqu'un qui parle et puis on comprend. Quand il parle et qu'il a fini, eh bien on se dit, il a parlé et il nous a donné, nous aussi, la possibilité de parler. Parce que ce qu'il a dit fait sens dans notre vie. Ce qu'il a dit améliore notre vie. Je tenais à insister dans la première partie du discours sur la qualité de la parole des dirigeants de l'AES et la qualité de parole du président nigérien. Il va droit dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et puis c'est un président qui veille à parler à son peuple dans toutes les langues. Là, il a parlé dans la langue de travail de l'administration, héritier de la colonisation, le français. Mais c'est un polyglotte. Il parle en zarma. Le même président Tchani là, il va parler en Hausa. Donc lui, quand il s'adresse à son peuple là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Je n'ai pas compris ». Ce qu'il a dit là, en français, que vous avez vu, ça sera dit en zarma. Ça sera dit en Hausa. Donc tous les Nigériens, comme les Nigériens pratiquent, tous, soit le Hausa, soit le zarma, en plus, la plupart du temps du français, à plusieurs niveaux différents, le président Tchani est l'un des chefs d'État qui communique en profondeur avec le peuple africain. Regardez les voyous que nous avons à la tête des pays de la France-Afrique. Paul Biya, 42 ans au pouvoir, il a déjà tenu un seul discours en langue nationale. 42 ans à la tête du Cameroun, pas un discours en langue nationale. Pas un seul. Voilà Ouattara. Il sait parler moré. Parce que le moré, c'est la première langue qu'il a maîtrisée. En Haute-Volta. Jamais il va parler en moré. Parce qu'il a honte de ses origines. Alors que le Burkina, c'est l'une des terres africaines les plus belles qui soit. Il n'y a aucune terre africaine qui soit méprisable. Aucune. Le pays des hommes intègres. Et le moré, c'est l'une des plus belles langues. C'est l'une des plus belles langues qu'on puisse parler sur la terre. Moi, j'aimerais être un moréphone. Parfois, je m'amuse à écouter des journalistes en moré et à répéter les textes du journal en moré. Si vous fouillez dans les émissions que j'ai données, vous trouverez des émissions dans lesquelles je prends plaisir à répéter la langue morée parlée par les journalistes.
Tellement la langue est belle. Mais regardez Ouattara Draman, il a honte de parler Moré en public. Parce que ce néocolonisé a cru le mensonge des racistes et des colons que parler nos langues, c'est être un ignorant. Donc, de temps en temps, des petites phrases en Moré ou en Djoula lui échappent quand il fait des jurons, quand il est en colère, le chameau. Mais dans la vie quotidienne, non, il ne peut pas parler ça. Puisque ce sont des peaux noires, masques blancs. Regardez-les, vous connaissez leur comportement. Vous connaissez leur comportement. Ils ont honte d'être africains, les ennemis du peuple africain. Certains même, ils vivent en Afrique depuis 30 ans, 40 ans. Et ils essayent toujours de parler le français comme s'ils étaient à Paris. Parce qu'ils pensent que les Africains vont les admirer à cause de leur accent français de Paris. Il y en a qui veulent encore flatter des gens en Afrique en faisant l'accent parisien. Si tu es à Paris et que tu t'exprimes avec l'accent parisien, ça se comprend. Tu le fais pour être bien compris par les Parisiens. On peut te comprendre. Mais, tu es à Abidjan. Abidjan que toi-même tu connais là. Tu commences à choco là-bas. Alors que tu sais que quand tu choco, les gens ne te comprennent pas bien. Un authentique habitant dans ce monde doit bénéficier de la chance d'être polyglotte. Il faut parler pour être compris. Et donc, il faut t'adapter au milieu dans lequel tu te trouves pour que ton message passe. Ça se comprend. Mais sans te dépersonnaliser. Sans aller jusqu'à te renier. Donc, le président Tchani, la forme de ses discours est une école pour l'Afrique. Il parle clair, il parle vrai, il parle profond, il parle authentique et sa parole a une puissance de transformation, de transmutation et de métamorphose. Puissent les leaders africains, actuels et futurs, s'inspirer de la manière de parler du président Tchani. Nous avons besoin de dirigeants qui parlent comme ça. Pas de faux types. Des individus ronronnants. Comme Tshisekedi au Congo. Quand Tshisekedi parle, vous voyez bien qu'il parle avec sa gorge. Oh, nous avons parlé au Rwanda, nous avons dit ceci. Tshisekedi, tu es sérieux? Allez écouter Sassou Nguesso. Du Congo. Hein? Lui, il a la voix de gorge. Mais je ne peux pas dire, mais on a souffert pour arriver à Moscou. Allez les écouter. Ça veut dire que rien qu'avec ce critère-là, la théorie des 4 voix que je vous ai donnée, vous allez reconnaître les faux types. Ouattara, sa voix elle vient d'où? C'est une voix de gorge. C'est un hibou. C'est un individu roucoulant. Ouattara, c'est un individu roucoulant. Roucoulant. Mais. C'est pour ça que je limite facilement. Ça vient d'ici. Ça vient. Tellement c'est un faux type qui ne va jamais chercher sa voix au plus profond de ses tripes. Il est toujours superficiel, il est ici. Il est ici. Ils sont comme ça. Leur voix se situe. Pour ceux qui vont le plus loin possible, leur voix vient de la poitrine. Les menteurs. Ça, c'est leur point fort. Ils parlent sans y croire eux-mêmes. Et personne ne peut les croire qu'ils soient formés à l'art d'écouter. Je tenais à insister sur l'art oratoire des dirigeants de l'AES, qui est un art oratoire imbibé dans une véritable spiritualité de la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne parles pas comme ils parlent. Tu parles du bout des lèvres. Tu parles en étant absent de tes mots. Tu ne vis pas ce que tu dis. Et les gens qui t'écoutent ne vivent pas ce que tu leur racontes. Maintenant, deuxième partie de mon analyse de cette allocution. Le contenu. Le contenu de cette allocution est marqué d'abord par la présence de l'invocation du Tout-Puissant. Au début et à la fin. Je voudrais que nous analysions la place de l'invocation d'Allah, le Tout-Puissant, dans les discours du président Tchani. Pourquoi invoque-t-il Dieu au début et à la fin de ses discours? Il n'invoque pas Dieu au début et à la fin de ses discours uniquement parce qu'il est musulman. Et que le Dieu musulman s'appelle Allah. Non, il l'invoque au début et à la fin parce que nous, Africains de tradition, sommes convaincus que tout ce que nous faisons, eh bien, n'a de valeur que si nous nous efforçons de nous inspirer de notre Créateur.
Il s'agit d'un élément de langage typique d'un homme qui a reçu l'initiation traditionnelle africaine. Écrivez ça. Nous, les Africains, notre tradition enseigne que nous n'avons pas créé la Terre. Nous n'avons pas créé le système solaire. Nous n'avons pas créé l'univers. Nous y avons été créés. Et quand nous prenons la parole, nous la plaçons toujours sous le signe de la reconnaissance envers notre Créateur. Peu importe la manière de l'appeler. On peut l'appeler Ra, comme nos ancêtres les plus lointains l'appelaient. On peut l'appeler Batoupek, comme les Bassa l'appellent, Nyambe, Nzambe. On peut l'appeler Allah, comme les Arabes l'appellent. On peut l'appeler Jéhovah, comme les Juifs l'appellent. On peut appeler le comme vous voulez. Dans ma langue maternelle, il y a un très bon chant qui dit Ayelelim. C'est le même. Tous les temples qu'il y a sur la terre, d'une manière ou d'une autre, réfèrent toujours au même et unique créateur de tous les mondes. Car il n'y a de Dieu que Dieu. Quand le président Abdourahmane Tiani prend la parole, il prie toujours. Et c'est une manière d'enseigner aux Africaines et aux Africains de retrouver le chemin de la prière. Non pas une prière qui est soumission à un clergé, non pas une prière qui est endoctrinement, mais une prière de gratitude. Dans chaque chose grande que tu fais, est une pensée initiale, que la première brique de chacune de tes œuvres soit un acte de bénédiction à celui qui te donne à l'instant le souffle de vie. Les Africains ne sont pas athées. La tradition africaine nous enseigne l'humilité devant la grandeur du Créateur. Nos théories philosophiques africaines partent du principe de la reconnaissance de la transcendance comme étant un principe organisateur de l'individu, de la société et du cosmos. C'est fidèle à cela que le musulman traditionnaliste africain, Abdourahmane Tiani, comme d'ailleurs ses frères du Mali et du Niger, les présidents Goïta et Traoré, ouvrent leurs allocutions par une invocation. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu t'es créé. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu as créé la terre. Toi qui n'invoques pas, dis-nous si tu as créé le système solaire. Dis-nous si tu as créé la Voie lactée. Dis-nous si tu as créé l'univers. Toi qui n'invoques pas, viens nous expliquer comment le hasard a rendu possible des complexités aussi géniales que l'être humain. Nous, en Afrique, avons la conviction humble que l'orgueil de la raison ne peut pas épuiser la transcendance de la création. Je recommence. Nous, Africains, première civilisation de l'humanité, avons l'humilité de reconnaître que l'orgueil de la raison de l'homme ne peut pas épuiser et dominer la transcendance de la création. Il est, il fut, et avant même que le fut ne fût, il est, et il est encore, et avant même que l'être présent soit il est, il sera, et il sera encore, et il sera, et il est ce qu'il sera, Alpha et Oméga. Toujours, toujours et toujours. Tout commence en lui, et tout finit en lui. Tout est en lui, tout est par lui, tout s'achève en lui. Il n'y a de Dieu que Dieu. Voilà l'assise fondamentale du président Tiani. Voilà ce par quoi il touche le peuple africain. Tout Africain bien portant sur le plan mental, ou même en difficulté, trouve un médicament dans cet acte d'humilité. Pendant qu'on a des dirigeants voyous, corrompus de la France-Afrique, de la CEDEAO, qui se prennent pour des dieux sur terre, à l'instar du satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, pour troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé. On a les Biya, les Sassou, qui pensent que le pouvoir leur est dû, qu'ils sont faits pour commander aux enfants des autres.
Ils sont assis sur la tête des autres. Oui, on a la dictature des Yadema, qui pensent que le pouvoir leur est dû. Les débits. Ah, c'est moi seul qui dois être président dans ce pays. Personne d'autre. On a les Bongo qui pensaient qu'eux, ils doivent être présidents. On a Teodorino qui est assis en Guinée équatoriale. Moi seul, je dois être président. Après mon père, c'est moi. On a Denis Christel qui est assis au Congo-Brazzaville. Oh, après Sassou Nguesso, c'est moi, c'est moi. Des gens qui se prennent pour des dieux. On a le petit Franck Biya qui s'agite lui aussi pour récupérer, croit-il, le Cameroun. Alors qu'Aïdjo n'a même pas donné le Cameroun là à son fils Mohamedou Badjika. Mais Franck Biya est assis. Il sort derrière son père, il marche derrière les photos pour qu'on le voit. Après lui, c'est moi. Des individus. Des avortons mortels qui se prennent pour des dieux. Nous, au Sahel, nous adorons le Créateur. Nous le remercions. Car nous sommes des Africains authentiquement initiés. Vous comprenez? Et voilà pourquoi les discours de nos dirigeants au Sahel touchent tous les Africains. Alors que les discours de tous ces renégats, traîtres, valets, vassaux, les dictateurs, les despotes échevelés ne touchent pas les Africains. Parce que ces gens-là n'adorent pas celui qui nous a tous créés. Ce sont les ennemis de Dieu. Les dirigeants de la France-Afrique, là, les dirigeants néocolonisés, les despotes africains sont des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi ils préfèrent être adorés. Hein? Adolatrie. L'adolâtrie en Côte d'Ivoire. Il faut adolâtrer. Ado. Cissé Bakongo a dit, nous sommes des moutons pions. Moutons d'ado. Comment tu peux être mouton d'un être humain? Alors que le mouton et toi-même, vous avez été créés par Dieu. Mais Cissé Bakongo, c'est vraiment contre vous et pour guérir les Africains de gens dangereux comme vous que des hommes comme le président Tiani nous ont été envoyés. Pour nous rappeler à tous notre soumission au Tout-Puissant. Cissé Bakongo, pendant que le président, comment il s'appelle? Le président donc du Niger, Abdou Rahman Tiani, commence et conclut ses allocutions par l'invocation du Tout-Puissant. Qu'est-ce que toi tu fais? Écoutons ce que fait un ministre de Ouattara. Incapable de se rendre même compte que là, il est en train de déifier un mortel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Bakongo? J'ai retrouvé ses œuvres-là. Il dit quoi? Décision, on le suit. Oui. Le président prend une décision, ouais. On le suit tous comme des moutons. Hey. Moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. On est moutons d'ado. Voilà. On est moutons pions d'ado. C'est un ministre de Ouattara. Ceux qui disent qu'on se comporte comme des moutons, moi je dis on est moutons pions. Voilà. D'ado. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord d'être mouton? Oui. Vous entendez? Voilà. Parce que ado, quand vous allez à Abidjan, vous ne reconnaissez plus Abidjan. Voilà. C'est contre des individus comme Cissé Bakongo qui prennent des êtres humains comme Dieu que le discours du président Tiani est construit. Malgré les réalisations qu'il va pouvoir revendiquer, tout est dédié au Tout-Puissant. L'humilité est la base de la grandeur humaine. C'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Alors que celui qui s'élève, il sera abaissé. Tous ces présidents africains qui se considèrent comme indispensables, irremplaçables, qui veulent imposer aux peuples africains, leurs frères, leurs enfants, ceux-là qui fabriquent des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes mandats sur la base de fraude électorale, de viol constitutionnel. Oui, ce sont des violeurs constitutionnels. Mon ami et frère, le docteur en droit, brillantissime avocat, Guy Foutao Woshao Aboubekr me dit souvent, prof, en droit, on parle de violation de la Constitution. Je dis, Maître Abou, les Africains ne sont pas dans vos mots de droit compliqués là. C'est le viol. Les dictateurs africains sont des violeurs. Ça là, les Africains comprennent. Voilà pourquoi ils ne sont pas pieux. Quand ils sont chrétiens, c'est du bout des lèvres. Ils ne croient pas au christianisme. Quand ils sont musulmans, c'est du bout des lèvres. Ils ne croient pas en l'islam. Même quand ils sont juifs, c'est du bout des lèvres. Le Yahweh des juifs, là, ils s'en foutent de lui. Car ils se prennent eux-mêmes pour des dieux. Ce sont des usurpateurs. Et par là, ils reproduisent la figure typique de Satan. Satan,
c'est l'ange déchu, c'est l'esprit coupé de Dieu. C'est celui qui se sépare de son Créateur. Satan, c'est tout être, toute créature qui se sépare de son Créateur. Dès que tu renies ton Créateur, tu es Satan. Dans la langue grecque, le mot pour dire Satan, c'est diabolos. Or, diabolos, c'est celui qui divise. Celui qui se divise. Celui qui se coupe. Celui qui dit moi, sans moi, hein, sans moi, sans moi, sans moi. Et ça, ce sont les dictateurs africains. Ils se prennent pour des êtres absolus. Donc, il faut que tout le monde comprenne que la présence du motif divin, la présence de la référence à Dieu dans les discours du président Abdourahmane Tiani est un rappel à l'humilité de la créature qu'il est. Le président Tiani ne nous demande pas de l'adorer. Et en commentant son discours, je ne suis pas en train de dire qu'il est Dieu. Il ne demande pas qu'on le présente comme Dieu. Il ne demande pas qu'on le considère comme Dieu. Le président Tiani dit, je suis un Nigérien, je suis un Africain, je ne suis qu'un homme. Mais je m'efforce d'accomplir mes devoirs envers mon Créateur, mes devoirs envers mon peuple et mes devoirs envers ma propre conscience. Mon Créateur, mon peuple, ma conscience. Et c'est comme cela que nous devons tous être. Nous devons nous référer en permanence à celui qui nous accorde le souffle de vie. Nous devons regarder les responsabilités qu'il nous a données. Et nous devons nous référer à sa présence sous la forme de la lumière, de la pensée critique, de la réflexion, de la méditation. La voix de la conscience morale en nous, c'est la présence du Tout-Puissant. Maintenant, nous allons entrer dans les matières qui ont été traitées dans le discours. Les matières sont riches. Le président Abdourahmane Tiani a présenté ce discours comme une dissertation sur la doctrine de la souveraineté du Niger. C'est vraiment une dissertation. Car dans la première partie de son propos, le président nous dit qu'il y a une question qui est centrale et à laquelle toute Nigérienne et tout Nigérien doit faire face. Et cette question est aussi une question à laquelle tout Africain doit faire face. Si tu ne connais pas cette question, c'est que tu n'as rien compris à ce discours. La question est la suivante. Quelle est l'essence de notre République de 1958 à nos jours, depuis la création de la République du Niger? Qu'est-ce que le Niger est réellement? Si le Nigérien et la Nigérienne ne savent pas ce que le Niger est réellement, depuis 1958 jusqu'au 17 décembre 2024, ils ne peuvent pas comprendre ce que le président Tiani dit après. Il y a donc un mot-clé dans la question. C'est la notion d'essence. L'essence. Que signifie ce mot? En philosophie. Et le président Tiani est un lettré, titulaire d'un baccalauréat littéraire à la base. Quand il parle de l'essence, il connaît l'opposition classique que l'on fait en philosophie entre l'essence de quelque chose et l'existence de cette chose. L'essence, c'est la nature profonde de quelque chose. C'est ce sans quoi une chose ne serait pas ce qu'elle est. Essence. C'est un mot qui vient du verbe être. L'essence, c'est vraiment l'identité caractéristique, typique, spécifique d'une chose, d'une personne. Par exemple, quand on essaie de saisir l'essence de l'homme, on dit que l'homme est un animal pensant, un animal parlant. On essaie d'identifier quelque chose qui lui soit vraiment propre. Quand on va chercher à savoir ce que c'est que l'essence d'une table, bon, une table, il faut qu'il y ait une surface sur laquelle il soit possible de poser des récipients ou de poser des objets et que cette surface soit soutenue par des pieux sous lesquels on peut placer une chaise. Voilà. L'essence d'une table, c'est au minimum ces trois conditions. Une surface, des pieux et la possibilité d'en faire usage soit pour manger, soit pour écrire, soit pour poser des objets. On appelle ça une table. Donc, le président Tiani nous dit, regardons le Niger. 66 ans après sa naissance comme république. Et demandons-nous, mais
qu'est-ce que c'est que cette République du Niger? La République du Niger, là, elle est quoi réellement? Par exemple, le colon français a proposé de dire, à partir de 1960, que cette République est une entité politique indépendante. Mais est-ce que c'est vrai? Le président Tchani dit, réfléchissons. Est-ce qu'à partir de 1960, jusqu'à nos jours, nous avons réellement exercé cette indépendance? C'est-à-dire la souveraineté. C'est-à-dire, est-ce que nous avons nous-mêmes décidé des orientations de notre nation? Parce que qui dit indépendance dit capacité de se défendre et de protéger son territoire par soi-même. Donc, maîtrise personnelle du système de défense et de sécurité. Qui dit indépendance dit maîtrise des mécanismes économiques de son pays. Maîtrise de la monnaie, maîtrise des flux financiers entrants et sortants, maîtrise des investissements, maîtrise du développement. Qui dit indépendance, au sens de souveraineté, dit liberté de choix de ses propres dirigeants. Qui dit indépendance dit référence à ses propres valeurs de civilisation, à ses valeurs sociétales. Ce qui renvoie à la souveraineté culturelle et même spirituelle. Le président Tchani demande à chaque Nigérienne, à chaque Nigérien, de prendre un miroir et de regarder le Niger et de demander, est-ce que nous remplissons le concept de souveraineté? Est-ce que notre réalité là, ce que nous sommes là, est-ce que ça correspond à la définition du concept de souveraineté? Est-ce que notre République est essentiellement souveraine? Réponse courageuse du président Abdourahmane Tchani dans ce discours. Mais nous ne sommes pas encore véritablement et complètement souverains. Pendant les 66 ans qui vont de 1958 à 2024, nous n'avons pas pu exercer la totalité des attributs de la souveraineté. Mais pourquoi n'avons-nous pas pu? Nigériennes, Nigériens. Parce que nous avons été confrontés à deux formes d'adversité, nous dit le président Tchani. Une adversité externe, celle des puissances coloniales. Et donc, ici, il s'agit de la France, qui tiennent à exploiter les richesses du Niger à vil prix et même gratuitement ad vitam aeternam. Et nous avons été confrontés, nous dit le président Tchani, à une adversité interne, c'est-à-dire des Nigériennes et des Nigériens soumis au colonialisme, au néocolonialisme et à l'impérialisme, et qui ont contribué à piller et à retarder la marche de notre pays, le Niger, vers la souveraineté. Donc, en fait, le Niger, pendant 66 ans, a combattu un ennemi extérieur, le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, et un ennemi intérieur, le néocolonialisme nigérien, le larbinisme, le vassalisme, l'esprit des nègres de maison, les maillots de Capétia, les peaux noires, masques blancs, qui, pour s'assurer une misérable position de présidaillon, de ministron, de gouvernaillon tropical du néocolonialisme france-africain, ont bradé régulièrement et sauvagement le Niger. Donc le président Tchani secoue la conscience nigérienne en disant « Nous ne correspondons pas encore à l'idéal de notre vocation en tant que communauté humaine. Nous n'avons pas encore rempli tous nos devoirs envers nous-mêmes. » Cela dit, le président Tchani fait preuve de compréhension envers les anciens. Il dit qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens de leur temps. Nous ne pouvons pas jeter, nous ne pouvons pas jeter le bébé et l'eau du bain. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui nous ont précédés, les Hamani Diori, les Seyni Kounché, on ne peut pas dire que les présidents Saïbou, on ne peut pas dire que les présidents Tanja, Mahaman Ousmane, on ne peut pas dire que les présidents Mahamadou Issoufou ou Bazoum ont fait tout faux, tout était faux dans ce qu'ils ont fait. Dit le président Tchani. Mais quelle grandeur!
quelle modestie de ne pas rejeter entièrement ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Je pense aussi au président, malheureusement éphémère, Ibrahim Baré Maïnassara, ou au président aussi éphémère, mais toujours vivant, Saliou Djibo, que je n'oublie pas. Tous ceux qui sont passés là, au poste de chef de l'État, avant lui, nous dit le président Tchani, ils ont essayé. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Mais le président Tchani nous dit, parmi eux quand même, il faut introduire une distinction entre ceux qui étaient portés par le service du peuple nigérien et ceux qui étaient portés par le service du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Le président Tchani nous dit, Wallahi billahi ta'ala, on ne peut pas les mélanger quand même. C'est une manière de dire qu'il y a quand même une différence entre le président Tandja Mamadou et le juntar Mohamed Bazoum, qui a fait boum, comme je le lui avais promis, à Niamey. Il ne faut pas mélanger les serviettes avec les torchons. Ça seulement, le président Tchani, il nous donne cet indice au passage. Il dit, je suis respectueux de tous ceux qui m'ont précédé à la tête du pays. Mais, je ne les mélange pas et je ne les prends pas tous pour égaux. Il y a ceux qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient pour le Niger. Et puis, il y a ceux qui ont fait le pire qu'ils pouvaient contre le Niger. Je ne peux pas les mettre tous sur le même pied d'égalité. Là encore, j'ai été frappé par à la fois la modestie et la franchise du président Abdourahmane Tchani. Et alors, comme il voulait s'adresser à la conscience nigérienne, je remarque que dans ce discours, le président n'a pas cité le nom de quelqu'un. Les morveux se mouchaient eux-mêmes. Puisque c'était un discours à la nation, qui avait pour but de rassembler le plus largement les Nigériennes et les Nigériens. Le président Tchani a choisi de s'adresser à l'intelligence pure de chacun. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Hein. Il n'a pas dit, ah, Seni Kounché c'était mieux que Hamani Diori. Il n'a pas dit, ah, bon, Saliou Djibo, ça, c'était un peu limite. Il n'a pas dit, Bayré Manassara, bon, s'il y avait du bon, du mauvais. Il n'a pas dit, bon, Saïbou, c'était acceptable ou pas. Non. Il n'est même pas entré dans les détails pour dire, Tandja, vraiment c'était bien. Il n'est pas entré dans les détails pour dire, bon, Mohamed Ousmane, il y avait des choses, il y avait d'autres qui n'allaient pas. Il n'est pas entré dans les détails. Il n'est vraiment pas entré dans les détails pour dire, Bazoum, wallahi, il n'y avait rien de bon avec ce monsieur. Il n'est pas entré dans les détails pour dire, oh, mais Issoufou n'est pas clair. Il y a des choses intéressantes qu'il a faites, mais Issoufou, wallahi, je ne peux pas le laisser dans mon dos. Ce monsieur-là, il est trop glissant. Le président Tchani a choisi de ne pas entrer dans ces considérations pour se placer au-dessus de la mêlée et sauvegarder l'essentiel, l'unité du peuple nigérien. Ça encore, c'est une qualité que cet homme a. Depuis qu'il est au pouvoir à la tête du Niger, il n'entre pas dans les intrigues. Le président Tchani ne commente pas les intrigues. Il est concentré sur l'axe de la souveraineté nigérienne. Il est concentré sur tout ce qui est de nature à élever le peuple nigérien. Le président Tchani, il ne déblatère pas à gauche et à droite. Il ne fait pas des sorties, comment on va dire, dérapées. Ce n'est pas un président ouya-ouya. Ce n'est pas un président à la parole dérapante, rapante, imprévisible, incontrôlé, incontrôlable. Ce n'est pas un président, comment on va dire ça? Ce n'est pas un président qui fait dans la spontanéité démesurée. Ce n'est pas un président de l'hubris. Ce n'est pas un président de la démesure. Le militaire de carrière qu'il est, le chef qu'il est, l'amoureux serviteur de son pays qu'il est, c'est quelqu'un qui avance de façon méthodique. C'est un président méthodique, Abdourahmane Tchani. Quand il n'a pas encore maîtrisé méthodiquement une situation, il n'en parle pas. Il s'occupe à la maîtriser. Donc j'ai été très admiratif de sa manière de faire le bilan de ses prédécesseurs, mais en frappant les méchants en mode Wi-Fi, c'est-à-dire sans les toucher comme ça. Vous savez, ce sont les enfants qui m'ont appris cette expression ici en France. Les enfants qui jouent dans les équipes, là, dans l'équipe de foot de mon fils Théo, j'ai entendu cette expression là-bas. Quand ils s'en vont jouer au foot, chacun a sa bouteille d'eau, mais parfois, l'eau de l'un des enfants
est fini. Donc, il est obligé de demander à ses camarades s'il y en a un qui a de l'eau. Alors, comme personne ne veut boire la salive de son camarade, les petits-enfants, là, dans les équipes de football en France, ils ont inventé l'expression « boire en Wi-Fi ». C'est-à-dire qu'il te donne son eau, mais il ne faut pas que tes lèvres touchent sa bouteille. Boire en Wi-Fi, c'est que celui qui a la bouteille tient la bouteille comme ça, et l'autre ouvre la bouche largement, hein, et l'autre verse, sans que le goulot de la bouteille touche la bouche. C'est ce qu'on appelle ici, chez les enfants là, boire en Wi-Fi. Tu bois en Wi-Fi, hein, il t'avertit avant de te donner. Et puis, il tient sa bouteille comme ça et il te donne. Tu ouvres large ta bouche, il envoie un peu et puis il arrête parce que c'est son eau. Le président Tchiani, il a fait une critique en Wi-Fi. De ses pires prédécesseurs, il n'a nommé aucun. Mais tout le monde les a reconnus. Ceux qui ont bradé le Niger là, voilà, tout le monde les a reconnus. Le président Tchiani a procédé à une caractérologie. Il les a typologisés. C'est-à-dire que quand il te dresse le portrait du mauvais dirigeant, toi-même tu vois que ça c'est Bazoum. Le portrait de Bazoum est tellement réaliste qu'à la limite, tu n'as même plus besoin qu'il dise Bazoum. Toi-même tu vois. Dès qu'il décrit ceux qui ont bradé la patrie, qui ont livré la patrie aux terroristes, ceux qui ont livré la patrie au néocolonialisme français, ceux qui ont livré la patrie aux impérialistes, toi-même tu sais, ceux qui ont signé des accords pour que l'armée américaine s'installe au Niger, toi-même tu sais, ceux qui ont signé des accords pour donner la base militaire française, toi-même tu sais, tu n'as pas besoin. Lui, il est là pour rappeler, selon sa méthode fondamentale du rappel qui sauve l'âme. Et comme il a pour devise l'Abousanino Zanchan-Kassani, c'est-à-dire que ce qui concerne le pays est tellement important que nous devons constamment faire l'effort de nous élever pour préserver l'essentiel. Il frappe en Wi-Fi ses adversaires. Il les frappe en Wi-Fi. En Wi-Fi. Sans contact. Chacun tombe sous sa parole. Maintenant, le président Tchiani, dans la deuxième partie de son allocution, va faire un travail de pédagogie. Il va expliquer aux Nigériennes et aux Nigériens la stratégie choisie par l'ennemi interne et externe du Niger. De telle façon que chaque Nigérien devienne un expert en géostratégie et en géopolitique nigérienne et africaine. Ce qui me plaît sur le président Tchiani, c'est qu'il parie pour l'intelligence de son peuple. Il ne se comporte pas comme les dirigeants néocolonisés, les dirigeants vassaux de la France-Afrique, les despotes, Ouattara, Biya, qui ont l'habitude de parler une langue incompréhensible par le peuple, parce qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à leur maître, les néocolonisateurs et les impérialistes occidentaux. Ici, le président Tchiani prend la peine de décrire la situation de l'adversité interne et externe. Et il va la décrire d'une manière limpide dans la deuxième partie de son discours. L'ennemi, à savoir le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, car c'est d'eux qu'il s'agit, a commencé par une attaque frontale contre le peuple nigérien, après la prise du pouvoir des révolutionnaires panafricanistes du CNSP le 26 juillet 2023. Ça a été l'embargo que le président Tchiani appelle un embargo inédit et inhumain. Inédit pourquoi? Parce qu'aucun texte de la CEDEAO ne permettait cet embargo. Aucun texte. C'est un embargo illégal et illégitime. Il est inédit au sens où, vraiment, rien n'a été édité qui préparait la mise en place d'un tel embargo. Deuxièmement, il est inhumain parce qu'il a entraîné des morts d'hommes dans les maternités. Des entreprises nigériennes qui ont fermé, des familles sont retrouvées au chômage. Des enfants n'ont pas pu aller à l'école. Cet embargo a entraîné des pertes lourdes pour l'État nigérien. Et par conséquent, ceci a entraîné des séquelles dans la population. Cet embargo a en réalité essayé de faire disparaître l'État nigérien, le dissoudre, le disséquer, le dépécer. Mais face à la mobilisation du peuple nigérien autour du CNSP et de son chef, le président Tchiani, et face à la mobilisation des peuples frères du Mali et du Burkina Faso, la méthode frontale choisie par la CEDEAO, pistonnée, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, dans le dos par le néocolonialisme français et par l'impérialisme occidental, cette méthode a échoué.
Alassane Draman Ouattara n'a jamais pu envoyer ces 1500 gugus qui se seraient tous fait recirconcire à zéro s'ils avaient mis un seul de leurs pieds au Niger. C'est là que les Nigériens allaient leur expliquer qu'en Afrique de l'Ouest, on les connaît comme les coupeurs de pines. Wallahi billahi talaï. Ouattara Draman avait envoyé 49 mercenaires de Watner au Mali. Ils ont été pris et ils ont été grassement nourris pendant 9 mois. Mais si Ouattara Draman s'amusait à envoyer à Tiani ces soi-disant 1500 gugus pour combattre l'armée nigérienne que je connais là, tous, ils auraient été circoncis à zéro. Personne ne serait rentré avec l'arbre et les 2 noix à Abidjan. C'est là où ils allaient comprendre que c'est Aoussa qui coupe pine même à Abidjan là-bas. Parce que quand j'ai causé avec les militaires nigériens, vraiment, certains disaient vraiment la vie est terrible. Hein. Nous, on aurait vraiment aimé voir les gens de Ouattara. Si c'est seulement Alassane Ouattara là, même demain matin, qu'il envoie. Qu'il prenne n'importe quel compartiment de l'armée ivoirienne, il nous envoie ça. Nous, à Niamey, ici, on aime ça. On aime des garçons qui veulent affronter des garçons. Vous quittez la Côte d'Ivoire là-bas. Vous traversez 3 pays, pratiquement, pour venir entrer dans le nôtre. Soi-disant pour établir un Libyen qui nous a été imposé par les néocolons français et leur serviteur Mahamadou Issoufou. Voilà, c'est pour ça que vous avez traversé 3 pays là, pour venir nous attaquer ici à Niamey. Non, les militaires nigériens m'ont dit, hé, professeur, ah, la politique vraiment a des bons côtés, ils ont sauvé les gens de Ouattara. Nous, on voulait qu'ils viennent. Que nous-mêmes, on disait à nos patrons, les 1500 de Ouattara là, eux, il faut dire que vraiment qu'ils viennent. S'ils veulent même, on va leur donner l'endroit où ils atterrissent d'abord l'aéroport. On ne va pas tirer tant qu'ils sont en l'air là. Ils descendent d'abord. Quand ils sont descendus, on dit, bon, ok, on va commencer le combat maintenant. Ce que vous voulez là, vous allez avoir. Si un d'entre vous rentre à Abidjan, c'est que ce n'est pas nous, les militaires du Niger. Alassane Ouattara n'a jamais gagné de guerre. Toutes les guerres qu'il a gagnées sont celles qui ont été faites pour lui, par la France et par la jeunesse ivoirienne qu'il avait trompée. Alassane Ouattara n'a jamais gagné de guerre, même en Côte d'Ivoire là-bas, il n'a jamais gagné de guerre. Si on le laissait avec le président Bédié là, Bédié n'en faisait qu'une bouchée. C'est pour ça qu'il a fui. Quand le président Bédié, exerçant le pouvoir, le cherchait, Ouattara a fui. Il sait, il ne pouvait pas. Pourtant, il avait été Premier ministre pendant 3 ans en Côte d'Ivoire. C'est cherché rapidement. Quand le président Babou a pris le pouvoir, Ouattara a essayé de récupérer le pouvoir en octobre 2000. Il a vu dedans. Il s'est cherché en même temps. Il lui a fallu le soutien d'une partie de la jeunesse ivoirienne. Il lui a fallu le soutien du Burkina Faso, du président Blaise Compaoré. Il lui a surtout fallu le soutien de la France, de Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha. C'est tout ça qui lui a permis, avec l'imprimatur de l'ONU, d'exercer le pouvoir. Mais un type qui n'a jamais eu la capacité de gagner lui-même une guerre, Ouattara Draman, vous imaginez que ce type sorte de Côte d'Ivoire avec 1500 hommes pour aller gagner une guerre au Niger? Non. Il y a vraiment des gens ici dehors. Je dis que les militaires nigériens là, quand ils marchent dans la journée comme ça, ils disent, oh vraiment, en 2023 là, on a raté quelque chose. La politique nous a empêchés de corriger Ouattara Draman. S'ils nous avaient envoyé les 1500, la façon dont on allait les chicoter à Niamey là, ils allaient maudire Ouattara, c'est même eux, ils allaient dire, si vous nous libérez, nous on rentre là-bas, c'est pour coup d'état contre Ouattara en même temps. Pardon. Ne nous circoncisez pas encore. Oui. Donc, les ennemis internes, c'est qui? Ce sont ces Nigériens qui se sont mis aux côtés de la CEDEAO contre le Niger. Se sont mis aux côtés du néocolonialisme français contre le Niger. Et je n'oublierai jamais les plus célèbres d'entre eux. Mohamed Bazoum, bien sûr, et 2 de ses lieutenants, dont les Nigériens n'oublieront jamais les noms, Hassoumi Massaoudou et Abou Tarka, qui se sont fondus depuis très longtemps dans la nature. Tous ces gens-là étaient chargés, avec le mouvement de rébellion artificielle qu'ils avaient créé,
un soi-disant front de libération patriotique du Niger, et les organisations terroristes qui sont leurs alliés, Al-Qaïda et l'État islamique, ils ont essayé d'attaquer frontalement le Niger. Ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, le président Tiani informe son peuple qu'ils ont élaboré une nouvelle stratégie en 8 points. Une nouvelle stratégie, j'ai compté les points en 8 points. Cabale médiatique, ça veut dire que les Nigériennes et les Nigériens doivent faire attention à ce qu'ils lisent dans les journaux. Parce que la plupart des choses qui sont dites dans les journaux, qui sont tenues par les ennemis du Niger, sont des mensonges sur le Niger. Le président Tiani avertit son peuple. Vous ne croyez pas tout ce que vous voyez. Quand vous ouvrez votre télé, que vous tombez sur leurs médias, regardez avec prudence. Car ils sont dans une grande cabale médiatique contre notre peuple. Ils disent tout le contraire de ce qui se passe. Et ils essayent absolument de nous enfoncer et de nous présenter sous le jour le plus triste et le plus mauvais. Deuxième arme. Une tentative de créer des divisions à l'intérieur du CNSP. Une tentative d'opposer les responsables du CNSP, de semer la méfiance entre eux. Ça, c'est un message que le président Tiani réitère à ses compagnons, en leur disant « Nous avons pris la responsabilité de travailler pour notre peuple. N'oubliez pas qu'à cause de cette décision, nous serons l'objet 24 heures sur 24 des propositions indécentes de nos ennemis, les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, et leurs suppôts terroristes. On va vous proposer des valises entières d'argent, des millions d'euros, des millions de dollars, des milliards de CFA vous seront proposés, vous, membres du CNSP, pour livrer vos frères, livrer votre peuple. Ne succombons jamais à cela. On va essayer de vous faire croire que vos frères d'armes préparent un coup tordu contre vous, que tel ou tel se sont associés pour vous éliminer. Ne cédez jamais à ce chantage, car nous avons le pouvoir de nous parler, de nous entendre. Nous avons prêté serment de servir notre peuple. Ne laissons jamais notre révolution être infiltrée par la méfiance. C'est ce que dit le président Tiani. On a voulu semer une tension entre les militaires et les civils, c'est-à-dire entre le CNSP et le gouvernement, dirigé par le président, par le premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeid. Là encore, le président Tiani envoie un message à son premier ministre et aux membres du gouvernement pour leur dire « Ne laissons jamais personne se mettre entre l'écorce du gouvernement et l'arbre du CNSP. Jamais quelqu'un ne doit se mettre entre nous. Toi, mon petit frère, Mahaman Lamine Zeid, tu es mon premier ministre. Ce qui se passe entre toi et moi, personne ne doit entrer dedans. Vous, les ministres du gouvernement que j'ai nommés avec le premier ministre, ce qui se passe entre vous et moi, personne ne doit entrer dedans. C'est ce message qu'il envoie. Toujours dans cette approche machiavélique. Et ici, machiavélique renvoie à Nicolas Machiavel, le philosophe italien, qui a soutenu dans son grand ouvrage De Principatibus, intitulé en français Le Prince, que l'art politique consiste à être loup et renard. Loup, c'est-à-dire violent, et renard, c'est-à-dire rusé. Le machiavélisme, c'est donc toutes les stratégies de ruse et de tromperie et de violence qui sont utilisées pour parvenir à prendre le pouvoir, à le conserver et à combattre ses ennemis. On a tenté de machiavéliser le CNSP, de machiavéliser la relation entre le CNSP et le gouvernement, et on a tenté de semer une méfiance entre le gouvernement et le peuple. Le président Tiani souligne cela pour que ses concitoyens soient avertis de ces méthodes. Troisième méthode, une campagne diplomatique de diabolisation du Niger. Vous avez bien vu comment on a tenté aux Nations Unies d'imposer comme ambassadeur du Niger à New York quelqu'un qui n'avait pas l'accréditation du gouvernement. Comment on a tenté d'empêcher le ministre nigérien des Affaires étrangères, Yahou Sangari,
On a tenté de l'empêcher de s'exprimer au nom du Niger, avant finalement de plier l'échine devant l'évidence. Vous avez vu toutes les tentatives de résolution et toutes les calomnies dont le Niger a été victime à l'international. J'ai retenu une calomnie particulière, celle qui a consisté à dire que le Niger voulait vendre son uranium à l'Iran pour que l'Iran fasse la bombe nucléaire, la bombe atomique pour attaquer Israël et les États-Unis. Vous avez vu cette cabale, non? C'était une grande cabale diplomatique qui avait pour but d'obtenir une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies permettant une intervention armée contre le Niger afin d'éviter, prétendait-on, que le Niger vende le combustible nucléaire à l'Iran. Or, le Niger n'a jamais engagé une vente de son combustible nucléaire à l'Iran. Le seul partenaire évoqué par le Niger dans l'exploitation présente et future de ce combustible nucléaire, à ce que nous sachions, c'est la Fédération de Russie. Bon, le Niger peut vendre son combustible nucléaire à la Fédération de Russie puisque c'est une puissance nucléaire. Maintenant, si la Russie décide de vendre ça à l'Iran, ce n'est pas le problème du Niger. Écrivez ça. Ça, c'est le problème de la Russie. Quand je te vends quelque chose, est-ce que je suis encore là pour te dire à qui tu dois vendre la chose? C'est ton problème. N'est-ce pas? La prolifération nucléaire là, dans les États occidentaux, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Est-ce qu'il y a pas d'États occidentaux qui sont devenus nucléaires sans l'autorisation des autres? Qu'on arrête ce chantage. L'Afrique est imperméable à ce chantage. Donc, on a tenté de mener une campagne diplomatique de diabolisation du Niger. Heureusement, le Niger a tenu bon. Ses alliés de l'AES ont tenu bon. Et ses grands alliés du monde multipolaire ne se sont pas fait plier le coup au Conseil de sécurité. La Russie et la Chine ont veillé au grain, armés de leur puissant droit de veto. Chaque fois qu'on a voulu couper la tête du Niger au Conseil de sécurité, la Russie a dit « niet ». Niet. En russe, ça veut dire non. Voilà. Babou, To, Ngang, Aïe, ils ont dit non. Et les néocolons ont mordu régulièrement la poussière dans ce cénacle. Quatrième méthode pour combattre le Niger. On a engagé une guerre financière et économique pour étouffer le Niger. Le président Tiani dit que cette guerre continue. Alors qu'on prétend que l'embargo a pris fin, on continue de tout faire pour que l'État du Niger tombe en faillite. On continue de tout faire pour que l'État du Niger ne s'approvisionne pas librement de ses propres fonds souverains. On continue de tout faire pour bloquer les livraisons de marchandises pourtant dûment achetées par l'État du Niger. La guerre financière et économique se poursuit, d'autant plus que le Niger a encore sa main dans la bouche de la Banque de France à travers le franc CFA. Le président Tiani a promis que ses compagnons de l'AES et lui vont sortir le Sahel du franc CFA. Et c'est un élément essentiel qui justifie qu'il ait dit que la souveraineté n'est pas encore entièrement acquise. La souveraineté n'est pas encore entièrement acquise. Entre autres parce que l'Afrique sahélienne ne possède pas encore sa propre monnaie. On a essayé autre chose, c'est l'agitation sociale. Essayer de monter les syndicats de travailleurs, du privé, du public, pour les dresser contre le gouvernement. Ça n'a pas marché parce que le gouvernement et le CNSP ont veillé à faire fonctionner l'État nigérien sur moyens propres. On a tenté des démarches de division ethnique. Ceci consistait à essayer d'opposer le Peul, le Touareg, le Zarma, le Haoussa, en utilisant les vieux instruments du colon français avec lesquels il a colonisé ce pays, en instrumentalisant les Africains les uns contre les autres. Cela ne marche plus. Parce que le peuple nigérien a atteint un niveau de maturité. Et parce que, autant en français qu'en Zarma, en Haoussa, en Foufoulde, les Nigériens sont informés des plans des ennemis externes et internes. Et ils savent désormais se tenir soudés afin de faire face à l'adversité.
On a essayé, par conséquent, d'utiliser des bases militaires dans les pays voisins pour encercler le Niger, le Mali et le Burkina. Et c'est ce qui se fait à l'heure où je parle. Le président Tchani fait ici un rappel de la situation géostratégique et géotactique du Niger. J'avais, pour ma part, présenté ici la théorie de l'oignon géostratégique. Et j'avais dit ceci. L'AES est encerclée de la manière suivante. Premier cercle, les groupes armés terroristes qui sont infiltrés dans le territoire de l'AES. Deuxième cercle, les armées néocolonisées et vassales de la CEDEAO qui sont utilisées comme base arrière par les groupes armés terroristes. Troisième cercle, les bases militaires des puissances de l'OTAN qui sont en réalité les parraines et les sponsors non seulement des pays néocolonisés et vassaux de la CEDEAO, mais aussi des groupes armés terroristes. Voilà les trois cercles de l'oignon géostratégique qui a été mis en place contre l'Alliance des États du Sahel. Et je l'ai expliqué dans une conférence entière. Vous pourrez toujours la retrouver en tapant l'oignon géostratégique. Franklin Nyapsi. Vous la tapez, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, vous aurez cette conférence. Le président Tchani, eh bien, valide cette idée que l'on s'est placé en forme d'encerclement autour de l'AES et que l'on cherche par tous les moyens, par les groupes terroristes, par les pays de la CEDEAO, on cherche par les bases avancées de l'OTAN à déstabiliser de toutes les façons possibles l'AES. D'où il cite le 8e moyen, à savoir la formation, le renseignement, le soutien, le financement et l'aide matérielle logistique aux terroristes. Choses qui ont été accusées par le Mali, le Burkina et le Niger contre les puissances de l'OTAN et notamment contre la puissance française. Dossier toujours non examiné au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc le président Tchani a mis tous les Nigériens au même pied d'égalité que les membres du gouvernement. Toute Nigérienne, tout Nigérien qui a écouté ce discours savent les 8 stratégies utilisées par l'ennemi externe et interne pour attaquer le peuple nigérien. Or, celui qui sait peut donc prévoir, et celui qui peut prévoir peut agir. La connaissance procure la prévoyance améliore l'action. C'est alors que le président Tchani, dans la dernière partie de son allocution, va s'attacher non seulement à remercier le peuple nigérien, l'armée nigérienne et toutes les familles endeuillées de cette armée. Il va saluer les diasporas du Niger. Il va saluer les pays alliés du Niger, les peuples, les citoyennes alliés du Niger à travers le monde, de s'être unis au Niger en considérant qu'il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. Il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. Il vaut mieux la dignité dans la souffrance au confort dans l'asservissement. C'est alors que, modestement, le chef de l'État nigérien choisit de faire le bilan à mi-parcours de ce que le CNSP, le gouvernement du Niger, sous sa responsabilité, ont réalisé. Qu'est-ce qu'ils ont réalisé face au corset du néocolonialisme? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé sur le chemin de la souveraineté, condition essentielle du développement? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Le président Tchani invite les Nigériennes et les Nigériens à apprécier son bilan. Il dit: nous avons réalisé des accomplissements structurants. C'est une expression importante. Accomplissement structurant, ça veut dire quoi? Des changements qui transforment notre vie. Il ne s'agit pas de changements superficiels. Il ne s'agit pas d'accomplissements qui ont pour but, je ne sais pas, de préparer une campagne présidentielle quelconque. Non. Le président Tchani dit, nous avons commencé à agir sur ce qui transforme notre vie.
nous avons commencé à transformer notre vie. C'est-à-dire à devenir réellement souverains. À devenir réellement les maîtres de nos vies. Mais comment? Qu'avons-nous fait? Et tout le monde peut le vérifier. Écoutez les changements structurels apportés par le président du CNSP et ses compagnons. Le gouvernement nigérien renvoie sans haine ni violence des forces étrangères. Qui peut nier ça? Qui a renvoyé sans haine ni violence l'armée néocoloniale française qui occupait le sol nigérien? Qui a fait ça? C'est le CNSP du Niger, à la tête duquel le président Tiani. Personne avant lui ne l'a fait. Ça fait un. Qui a renvoyé l'armée impérialiste américaine qui plastronnait dans la région d'Agadez, faisait voler des drones, sauf pour combattre les terroristes? Qui leur a dit, pliez bagages, allez chez vous? C'est le président Abdourahmane Tiani, c'est le CNSP du Niger, c'est le gouvernement du Niger. Oui ou non? Vous n'avez pas vu les Américains partir? Ça s'appelle une réalisation, une transformation structurelle. J'en profite pour dire au président Tiani et à tous ses compagnons que tous les dirigeants du Sud global qui ont fait partir les troupes françaises et les troupes américaines ont contracté envers les puissances en question une inimitié à vie. Je recommence une deuxième fois. Tous les dirigeants de ce monde qui ont fait partir un jour des troupes néocoloniales françaises, les troupes impérialistes américaines de leur sol, ont contracté par là une inimitié à vie. Il est bon que toute la hiérarchie du CNSP, que tous les membres actuels du gouvernement et que le peuple nigérien note que le niveau de conscience qui a permis le départ des armées françaises et américaines ne doit plus jamais être perdu. C'est-à-dire que le peuple nigérien ne doit plus jamais s'oublier en deçà de ce niveau de vigilance. Le jour où des dirigeants nigériens vont s'oublier pour laisser à nouveau venir sur le sol du Niger les troupes néocolonialistes françaises ou américaines ou quelconques pour occuper le Niger, ce jour-là, les pires regrets seront vécus dans la chair de notre peuple. Sachez que les néocolonialistes ne pardonnent jamais à ceux qui leur ont dit « partez ». Bachar el-Assad le sait. Muammar el-Kadhafi, là où il est, le sait. Saddam Hussein le sait. Vladimir Poutine qui est là actuellement, il le sait. Xi Jinping le sait. Tout le Sud global, qu'on a appelé abusivement le tiers-monde, et qui a lutté contre les puissances colonialistes et impérialistes, le sait. Ce sont des pas qui s'accompagnent de l'interdiction de la marche arrière. Ce sont des pas qui ne doivent se faire qu'en avant. Quand vous avez dit à l'armée française, ne vous installez plus chez nous, écrivez ce plus-là en très gros mots et ne recommencez plus jamais à leur donner la moindre opportunité de s'installer. L'autre chose qu'il faut noter, c'est qu'une fois que vous avez dit à l'armée française et à l'armée américaine de ne pas s'installer chez vous, considérez que les dirigeants français qui ont été moulés dans le néocolonialisme, les dirigeants américains qui considèrent que le monde leur appartient et qu'ils auraient comme destin manifeste de commander à toute la terre, vous inscrivent dans la liste rouge, eh bien, des régimes à dégommer tôt ou tard. Par conséquent, il ne faut jamais plus leur faire confiance. Il ne faut jamais plus croire que vos négociations éventuelles avec eux améliorent votre sort. Car ces gens ne connaissent pas le mot pardon. Et c'est ce que ne semble pas avoir compris Faustin Archange Touadéra, qui après leur avoir dit « partez », est en train de revenir dans leurs mains et leur faire des lâches sourires en leur disant « en fait, j'étais votre ami, mais vous n'aviez pas bien compris ». Il va voir. À qui il fait ça?
Réalisation concrète du Niger. Catégorie 2. La dénonciation de tous les contrats, de toutes les conventions, de tous les traités, de tous les textes internationaux iniques qui comportent des clauses défavorisant les intérêts vitaux du peuple nigérien. Ça, c'est un fait que vous pouvez constater. Le Niger est en train de dénoncer systématiquement toutes les conventions qui étaient en sa défaveur. À commencer par celle qui a donné 65 ans d'exploitation de l'uranium du Niger à la France. Le Niger a dit, Wallahi billahi talahi, plus jamais ça là ne va commencer. Terminé. Le pétrole du Niger, il est au Niger. Le gaz du Niger, au Niger. L'uranium du Niger, au Niger. L'or du Niger, au Niger. Le manganèse du Niger, au Niger. Le lithium du Niger, au Niger. Le Niger le vend, il vend ses richesses à qui il veut, au prix qu'il veut. Celui qui ne veut pas, laisse. C'est ce qui est pratiqué actuellement. Il n'y a plus 1 gramme des matières premières nigériennes qui sort sans l'accord du Niger. Et sans que le Niger ait vérifié que sa part dedans prime sur toutes les autres parts. Voilà. Ça s'appelle une réalisation concrète. Les accords néocoloniaux et coloniaux ont été tous dénoncés, sans pitié. Même ceux qui ont été signés avec les Américains en dernière date. Froissés, poubelle. Voilà ce qu'on appelle un gouvernement qui vous parle de ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. Pas des gouvernements vassaux comme celui de Biya au Cameroun, des gouvernements louvoyants, rampants, hein, comme celui de Ouattara Draman, hein, les Sassou, hein, des gens qui aiment venir dans les conférences internationales faire des discours, mais qui ne font rien de concret pour mettre fin aux accords léonais sauvages, hein, abrutissants, aliénants, qui tiennent leur pays, eh bien, en otage. Et donc, le troisième élément important des accomplissements structurants du président Tiani et ses compagnons du CNSP, c'est le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles. Le Niger proclame et assume que ces ressources naturelles lui appartiennent. À lui. Il y a un quatrième élément important. Le CNSP a réussi à imposer par sa probité, par son amour du peuple, une ambiance d'unité qu'on n'avait plus observée depuis très longtemps au Niger. Il y a un pluralisme des idées au Niger. Mais la plupart, l'écrasante majorité des Nigériens est d'accord avec la politique souverainiste qui est menée. Voilà pourquoi la marche vers l'autonomie a véritablement repris au Niger le 26 juillet 2023. Le président Tiani dit que s'il y a une évidence qui s'est imposée depuis que ses compagnons et lui sont au pouvoir, c'est que les décisions qui engagent le Niger sont désormais prises au Niger. Entendez, elles ne sont plus prises à la CEDEAO. Elles ne sont plus prises, eh bien, à Paris. Elles ne sont pas prises à Washington. Elles sont prises au Niger par les dirigeants nigériens. Le Niger a récupéré sa volonté politique. Et c'est grâce à cette volonté politique qu'il y a une quatrième catégorie de réalisation que tout le monde a commencé à voir. Le Niger peut agir sur les conditions de vie de ses populations en baissant les coûts du carburant, en baissant les coûts des frais de santé, en baissant le coût des frais de construction et donc du ciment. Le président Tiani prouve à la Nigérienne et aux Nigériens que le changement peut être mené avec des conséquences positives dans leur vie. Voilà pourquoi il invite les Nigériennes et les Nigériens à constater qu'au double plan international et national, le CNSP est en train de transformer le Niger en un État véritablement souverain. Sur le plan international, la souveraineté est renforcée par l'alliance des États du Sahel, avec le Mali, le Burkina Faso et le Niger,
alliance qui a généré la confédération et qui pourrait aller bientôt vers la fédération. Cette alliance est la base à partir de laquelle les plans du néocolonialisme français, les plans de la CEDEAO, les plans de l'impérialisme otanien ont été tous contrecarrés et la lutte continue. Premier point. Toujours sur le plan international, le CNSP du Niger a réalisé la diversification de ses partenaires. De telle façon qu'aujourd'hui, le Niger peut faire des affaires avec toutes les puissances du monde qui respectent les principes du gagnant-gagnant, qui respectent les principes de souveraineté réciproque, bref, qui respectent la décision du peuple nigérien d'être maître de son destin. Il parle implicitement ainsi, notamment, de la Fédération de Russie et de la Chine, qui sont les principales puissances du monde multipolaire qui sont en coopération dense avec le Niger pour son bonheur sur plusieurs plans. Et puis maintenant, le président Tiani vient au niveau national pour montrer ce qui a changé. Un plus grand travail, une plus grande amélioration de la sécurité et de la cohésion. Une meilleure gouvernance se met en place. La souveraineté économique est en train d'être reconquise. Les réformes sociales sont en cours. Les gouvernants, les ministres sont étroitement encadrés par des lettres de mission. Les Nigériens savent qu'ils peuvent demander des comptes au gouvernement et ceux qui gouvernent savent que les Nigériens les surveillent, que les Nigériens les regardent et que les Nigériens ne sont pas comme les moutons de la Ouattari. Le président conclut son allocution en informant les Nigériens que la rupture avec la CEDEAO est irréversible. Mais ce n'est pas la rupture avec les peuples des pays de la CEDEAO. Qui plus est, le président rappelle une chose. Le Niger, le Mali, le Burkina ne sont plus membres de la CEDEAO. Mais attention, le Mali, le Niger, le Burkina sont encore membres de l'Union africaine. Or, tous les pays de la CEDEAO sont membres de l'Union africaine. Au lieu de créer un vent de panique inutile dans l'opinion, comme si la sortie de la CEDEAO, c'est la fin du monde, c'est Armageddon, c'est l'apocalypse, il faut simplement se souvenir que, d'abord, tous ces pays-là sont membres de l'Union africaine. Les textes de l'Union africaine offrent un éventail suffisant pour une coopération pacifique entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES. Arrêtons de fabriquer des problèmes là où il n'y en a pas. On peut vivre sans la CEDEAO, tout comme la CEDEAO peut vivre sans l'AES. Et d'ailleurs, il y a les textes donc de l'Union africaine qui offrent un cadre de coopération, tout comme il y a les textes des Nations Unies qui offrent un cadre de coopération. Il faut souligner ici que l'AES a joué une carte, a joué un coup de poker, un joker qui a mis la CEDEAO KO. C'est quand l'AES, par la voix de ses ministres des Affaires étrangères, a décidé de permettre à tous les citoyens des pays de la CEDEAO de se circuler librement dans l'espace de l'AES. Quelle intelligence! Quelle contre-attaque! Ils ont mis Ouattara, Draman, échec et mat. Parce que la CEDEAO, instrumentalisée par le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, voulait utiliser ce problème du droit de séjour comme un moyen pour monter les peuples de l'AES contre le président Assimi Goïta, le président Traoré et le président Tchani. Ils avaient commencé à dire, bon, ceux qui ne sont pas membres de la CEDEAO ne pourront pas entrer dans les pays de la CEDEAO. Vous n'avez qu'à vous en prendre à vos dirigeants. Allez demander à Assimi Goïta pourquoi il est sorti de la CEDEAO. C'est à cause de lui que vous ne pouvez plus venir au Sénégal. Vous ne pouvez plus venir en Côte d'Ivoire, au Bénin. Vous ne pouvez plus venir au Nigeria. C'est sa faute. Allez le voir. C'est lui qui vous a mis dans la merde. Les dirigeants de l'AES ont dit, peuple de la CEDEAO, nous vous prenons à témoin. Voici nos bras qui sont ouverts. Nos mains sont ouvertes. Peuple de la CEDEAO, venez, on vous embrasse. Nous, on vous aime. Maintenant, les peuples de la CEDEAO se sont retournés comme ça pour regarder leurs dirigeants. Ouattara Draman avec son faciès asymétrique et sa démarche en point virgule. Les Ivoiriens le regardent, on dit Ouattara, tu dis quoi? Maintenant, les Maliens disent on peut aller chez eux comme on veut. Matin, midi et soir, il n'y a même pas de problème. Ouattara, tu dis quoi? Les Nigériens disent venez, Ivoiriens, venez à Niamey, venez. Il n'y a pas... Vous montrez votre carte d'identité ivoirienne, vous passez. On ne veut même pas passeport. Carte d'identité, passez. Venez.
Ouattara, tu dis quoi? Tu veux encore envoyer tes 1500 pour attaquer Tchani? Tu dis quoi là? Les Nigérians même se sont retournés maintenant vers Tinubu. Tinubu, you say what now? They say Nigerians, they can go inside all Sahelian State Alliance. There is no visa. What do you say? Donc, les dirigeants de la CEDEAO sont piégés. S'ils interdisent aux citoyens du Mali, du Burkina et du Niger de circuler librement dans les pays de la CEDEAO, les peuples vont s'insurger contre eux. En disant ça, là, c'est quoi ça? Ah, déjà, ce que le président Babo disait là est vrai. Vous êtes pistonné par la France-Afrique. Vous êtes manipulé par les Occidentaux. Ah, nous, on nous permet d'aller chez eux. Pourquoi vous ne les laissez pas circuler? Ils disent qu'ils sont AES, ils ne sont pas CEDEAO, mais on peut venir chez eux. Ça, ce sont les vrais frères. C'est vous les faux types. Donc, le président Tchani est très à l'aise avec ça. Il dit, mais écoutez, après la CEDEAO, la vie continue. La preuve, nous vivons. Et puis, il y a l'Union africaine qui n'est pas morte. Il y a même l'ONU qui est encore vivante. Mais même si l'Union africaine disparaît là, l'Afrique sera. Si l'ONU disparaît, l'Afrique sera. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Elle était là avant tout ça. Nos parents là, ils n'ont pas attendu le colon français pour exister. Ils étaient là avant que la France ne naquît. Avant que la France ne naquît, l'Afrique était. Oui ou non? Avant que la CEDEAO ne fût en mai 75, mais l'Afrique était, oui ou non? Alors, quelle est cette organisation qui se croit indispensable? Plus indispensable que l'Afrique elle-même, que l'humanité entière et même que Dieu. Le président Tchani souligne également l'importance d'anticiper sur les futures catastrophes, les futurs risques de catastrophes naturelles. J'ai beaucoup aimé le raisonnement subtil que le président Tchani a fait sur la pluie. C'est un raisonnement qui renvoie à une compréhension métaphysique. Chez nous, en philosophie, le président Tchani a abordé en fait un problème qu'on appelle le problème du mal métaphysique. Le mal métaphysique, c'est un mal qui frappe l'homme, mais qui ne dépend pas de l'homme. C'est-à-dire que même un homme qui fait du bien, ce mal peut lui arriver. Vous pouvez être un homme de bien. Vous prenez l'autoroute dans le bon sens. Et puis quelqu'un qui, lui, s'est trompé, prend l'autoroute dans le mauvais sens et vient vous frapper de plein fouet en face avec sa voiture. Vous mourrez. Alors que vous étiez dans le bon sens. Donc, il ne suffit pas de bien se comporter pour ne pas être frappé par le malheur. Ces personnes qui sont victimes d'accidents, alors qu'elles n'ont pas violé le code de la route, sont victimes de ce qu'on appelle le mal métaphysique. C'est-à-dire un mal qui n'est pas la conséquence d'un mauvais comportement personnel. Et ce mal a toujours torturé l'être humain, le mal métaphysique. L'être humain a toujours eu du mal avec ce mal. Quelqu'un qui prie Dieu matin, midi et soir. Il fait un enfant. L'enfant naît, il naît mort-né. Il se retourne vers Dieu et dit à Dieu, quand même, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Quelqu'un qui est honnête dans tout, il se fait voler toute sa marchandise. Il se retrouve à la rue. Alors que lui, il a été honnête en tout. Il se retourne vers Dieu et dit, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? C'est ce qu'on appelle le mal métaphysique. Or, justement, les pluies là, qui sont tombées au Sahel, qui sont violemment tombées au Sahel, ces pluies ont entraîné des morts. Elles ont entraîné des dégâts matériels énormes. Mais paradoxalement, ces mêmes pluies ont tellement fécondé la terre sahélienne que le président Tchani dit que la campagne de l'hivernage est une campagne abondante. La terre du Niger est en train de donner à manger et à boire à un niveau pas possible au peuple nigérien. Tout se passe comme si le Tout-Puissant avait décidé, là tout d'un coup de dire, cette terre vous fera manger comme jamais vous n'avez mangé. Et donc le président Tchani soulève la question suivante. Mais la pluie qui nous a tués, c'est la même pluie qui a fécondé notre terre, de telle façon que nous sommes en train d'avoir une campagne hivernale exceptionnelle. Il y a à manger et à boire partout au Niger à un niveau pas possible. Les arbres fruitiers, les vergers, tout donne, tout donne. Alors, du coup, on est confronté à la question suivante. Fallait-il que nous mourions comme nous sommes morts dans les inondations? Fallait-il que nos biens soient détruits comme ils ont été détruits pour que nous obtenions les récompenses que nous avons? Le président Tchani dit non. En fait, le Tout-Puissant, en rendant la nature clémente, nous demande nous-mêmes
de faire preuve de toute l'intelligence qu'il nous a donnée. Il dit, le Tout-Puissant dit, je rendrai féconde la terre du Niger. Je donnerai aux Nigériens et à la Nigérienne le meilleur des climats possibles pour que sa terre le nourrisse. Mais, il y a une condition. Que le Nigérien et la Nigérienne utilisent l'intelligence que je leur ai donnée pour anticiper sur les phénomènes naturels qui vont être déclenchés pour que leur terre soit féconde. Le président Tiani, implicitement, dit ceci à son peuple. Mais le Tout-Puissant nous donne de l'eau. C'est nous qui n'avons pas préparé les récipients pour la recevoir. Quand tu as besoin d'eau, le Seigneur te donne, tu te plains encore. C'est trop. Aide-toi, peuple nigérien, et le ciel t'aidera. Voilà la philosophie cachée de cette partie du discours. Nous savons que la nature pourrait nous donner beaucoup d'eau. Alors, en attendant l'arrivée de la saison des pluies, que faisons-nous? Comment anticipons-nous? Mais il y a des pays qui ont anticipé cela. Prenez un pays ici en Europe comme les Pays-Bas. Les Pays-Bas, on les appelle Pays-Bas parce qu'ils sont situés en deçà du niveau de la mer. Mais les ingénieurs hollandais, sachant que leur pays est situé en deçà du niveau de la mer, ont construit les Pays-Bas pour anticiper sur la gestion des marées. Et ils en ont fait l'une des terres les plus productives et les plus riches d'Europe, les Pays-Bas. S'ils s'étaient contentés de subir ce que la nature, des mers, des océans, ce que le climat leur donnait, mais ils seraient tout le temps dans des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes, des catastrophes. N'est-ce pas? Mais ils ont étudié, grâce à l'intelligence que le Tout-Puissant leur a donnée, ils ont étudié leur environnement naturel et ils ont anticipé pour pouvoir mieux recevoir les grâces du ciel. Le président Tiani demande au peuple nigérien, il demande à l'État du Niger, il demande à la société civile, il demande au gouvernement, il demande à ses compagnons du CNSP d'anticiper davantage, de préparer mieux le peuple nigérien à recevoir les bénédictions du ciel. Il faut que quand les prochaines pluies viendront, elles soient entièrement reçues comme bénédiction grâce à une anticipation de l'intelligence. Qu'est-ce que c'est profond? Qu'est-ce que c'est profond? Nous, Africains, nous ne sommes pas condamnés à être noyés dans les inondations avant de nous réjouir d'avoir de bonnes récoltes dans nos plantations. Rien ne nous condamne à devoir subir le mal pour avoir le bien. Au contraire, nous pouvons anticiper sur les phénomènes naturels, puisque nous pouvons les étudier. Nous devons donc mettre en place en amont des solutions qui font que quand les pluies viendront, nous ne nous plaignons pas d'être noyés. Oui, si Douala est noyé, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'on meure. La pluie doit tomber. C'est toi, homme, qui dois te préparer à accueillir la pluie là. Abidjan n'est pas noyé parce que Dieu veut que les Ivoiriens soient noyés. Non. En Côte d'Ivoire, là, on doit prendre des dispositions pour se préparer à l'arrivée des pluies. Ce n'est pas parce que Dieu veut que les Togolais soient noyés à Lomé qu'il envoie des pluies diluviennes. Non. Les Togolais doivent pouvoir utiliser leur intelligence pour construire Lomé de telle façon que quand les pluies viendront, les Loméens ne soient pas noyés. Voilà la profondeur subtile de la locution du chef de l'État nigérien. Une métaphysique de la responsabilité est la condition de la prospérité. Arrêtons de regarder le ciel en disant « Hé Dieu, la pluie qui tombe là, on est encore foutu. » Quand la pluie tombe, tu dois avoir pris des dispositions pour que l'usage que tu vas faire de l'eau soit bénéfique à ton peuple. Voilà la raison pour laquelle, dans ta boîte crânienne, on t'a donné une chose qui s'appelle le cerveau. Le Seigneur ne nous donne pas le cerveau pour qu'il chôme dans notre tête. C'est vrai ou c'est faux? Le cerveau n'est pas là pour chômer, il est là pour travailler. On ne t'a pas donné ça pour décorer ta tête. Quand vous voyez tout un docteur comme Cissé Bakongo qui se lève, on est des moutons d'ado. Ado dit, pion, on fait, pion. Voilà le problème. Des pays où il y a des individus à la cervelle de mouton sont précisément ceux où, quand la pluie va venir, eh bien, on va se mettre encore à accuser Dieu. Eh Dieu, on a fait quoi? Eh, vraiment, on souffre. Non. Nous souffrons en Afrique
de la sous-utilisation de l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et c'est grâce à cela qu'on peut réduire justement la puissance du mal métaphysique. Le mal métaphysique ne se réduit que quand l'homme est reconnaissant de l'intelligence que Dieu lui a donnée et qu'il en fait le meilleur usage possible. À ce moment-là, ce qui arrive, eh bien, est ce que Dieu permet. Mais pour que tu dises que c'est ce que Dieu permet, il faut au moins que tu te sois permis d'utiliser suffisamment l'intelligence qu'il t'a donnée. Si tu ne l'as pas utilisée, il ne faut pas accuser Dieu. Enfin, le président Tiani conclut cette excellente allocution architecturale par la question de la communication publique, la communication populaire. Il invite les Nigériennes et les Nigériens à être des experts dans l'usage raisonnable des moyens de communication. Nous sommes à l'époque de la communication populaire, d'autant plus que nous sommes tous versés, pour ainsi dire, sur les réseaux sociaux. Je m'adresse là probablement maintenant à plus de 30 000 personnes en direct, ce mercredi soir. N'est-ce pas? La responsabilité que nous avons, puisque nous sommes tous, en quelque sorte, faiseurs d'opinion, c'est que nous devons constamment anticiper sur les conséquences de ce que nous disons, les conséquences de ce que nous faisons lorsque nous communiquons ou que nous sommes sur les surfaces de communication. Nous devons devenir responsables de nos actes de communication. C'est-à-dire que quand je dis quelque chose ici, je dois toujours veiller à être capable de le prouver. Quand je dis quelque chose ici, je dois toujours veiller à être capable d'assumer les conséquences de ce que je dis et d'en avoir une conscience suffisante. Quand je dis quelque chose ici, je dois me demander à qui va profiter mon propos. De quelle façon mon propos peut être utilisé. Le président Tiani invite le Nigérien et la Nigérienne, et cela s'applique à toutes les Africaines, à tous les Africains et à tous les citoyens de ce monde, à devenir responsables des actes de communication que nous posons. Car, selon la loi de l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Petit dérapage, grosse conséquence. C'est dans ces conditions que le chef de l'État nigérien peut remettre à nouveau son pays au Tout-Puissant, saluer la bravoure, la résilience, la persévérance de son peuple, saluer le CNSP, saluer le gouvernement et saluer la Confédération, l'Alliance des États du Sahel, saluer le peuple nigérien qui fait aujourd'hui hautement la fierté des Africains. J'ai dit que cette allocution était architectonique parce que le président Tiani a procédé de manière méthodique. Il a commencé par Dieu, il a fini par Dieu. Il a posé la question centrale de la conscience nigérienne, la question de l'essence de la nation, la question de la souveraineté. Il a montré que cette question n'était pas entièrement résolue. Dans un mouvement autocritique, il a indiqué les étapes qui ont été réalisées et les étapes qui restent à l'être. Et il a partagé la compréhension des dangers que court le peuple nigérien avec l'intelligence de chacune et de chacun des Nigériens. Ce type de discours est un discours constructeur. C'est pour ça que j'utilise l'expression architectonique. C'est-à-dire que c'est un discours qui vous permet de structurer vos idées. Quand tu te mets devant le président Tiani, tes idées sont en désordre à propos du Niger. Quand tu as fini de l'écouter, tes idées se mettent en ordre. Donc son discours a un effet architectural. C'est-à-dire que c'est comme si il construisait tes idées. Il t'aide à construire tes idées. Il met de l'ordre dans tes idées. Et le peuple a besoin de ce genre de dirigeants. Des dirigeants qui parlent clair, qui parlent sobre, qui parlent humble, qui parlent profond et qui parlent vrai. Surtout vrai, juste et solidaire. Bravo, Monsieur le Président. Bravo. Soyez salués, soyez bénis pour ce service sacerdotal à la nation nigérienne. Depuis le 26 juillet 2023, l'Afrique découvre en vous un homme d'État nigérien que nous étions loin de soupçonner, présent dans les entrailles de ce peuple. Vous êtes, avec vos collègues, les présidents Goïta et Traoré, les révélations de cette séquence de l'histoire africaine. Nous nous reconnaissons dans votre sacerdoce. Nous nous reconnaissons dans votre engagement, dans votre amour pour le peuple africain. Nous nous sentons nous-mêmes honorés de vivre une époque où des hommes comme vous
exercent le pouvoir. Voilà pourquoi ce discours n'aurait pas pu passer sans que votre serviteur n'apporte son modeste grain de sel à sa compréhension et à sa saveur. C'était un discours, c'est un discours, ce sera un discours qui ne sera sans doute jamais oublié. Il fait partie des meilleurs que nous ayons entendus. Et c'est pour cela que nous l'avons vraiment agréablement commenté. Nous aurions pu le commenter pendant des heures et des heures, mais chaque chose a son temps, comme le dit Jean Aladin Bikoko dans la chanson que nous allons entendre et que je dédie une fois de plus au grand peuple africain du Niger qui célèbre la 66e année de la déclaration de sa République. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.